Alors bonjour, aujourd'hui on va voir le réflexe myotatique, en tout cas son schéma bilan, et on verra dans d'autres vidéos les différentes parties en détail. J'ai fait une vidéo un peu plus courte pour vraiment voir l'important quand on est en terminale S à connaître sur le réflexe myotatique. Alors pour le schéma, si on part du réflexe achilléen, donc il y a deux types de réflexes, bon, il y a deux réflexes, il y a le réflexe rotulien et achilléen. Donc nous on va s'intéresser à l'achilléen pour le talon d'Achille. Donc il faut réussir à figurer le bas de la jambe, donc c'est-à-dire l'os du pied, l'os du tibia, et les deux muscles, le muscle du mollet qu'on appelle le solaire et le muscle opposé, et leurs tendons. Donc entraînez-vous à dessiner une petite jambe, et il faut savoir dessiner aussi la moelle épinière. Donc la moelle épinière, le côté dorsal, le côté ventral, le nerf rachidien et le ganglion rachidien. Identifier la substance grise et la substance blanche. Donc déjà au crayon, c'est pas si simple. Ensuite, pour le réflexe, vous avez besoin d'une liaison nerveuse. Donc vous avez un récepteur au niveau des muscles qui s'appelle le fuseau neuromusculaire, qui est un mixte entre un muscle modifié et une fibre nerveuse, qui provient du neurone qu'on appelle le neurone sensitif, ou on l'appelle aussi le neurone en T. Il a son corps cellulaire qui se situe dans le ganglion rachidien et il va faire une connexion avec d'autres neurones au niveau de la substance grise. Et vous avez besoin d'un motoneurone, donc un neurone moteur. Les motoneurones sont les neurones qui vont activer les muscles. Donc il est relié au même muscle dans ce cas-là que du départ. Alors qu'est-ce qui se passe au départ? Vous avez donc besoin d'une stimulation. Ici, on va donner un petit coup de marteau sur le tendon d'Achille. Ce petit coup de marteau, mécaniquement, va entraîner un étirement du muscle qui va être ressenti au niveau des fuseaux neuromusculaires. Ces fuseaux, suivant l'intensité de l'étirement, vont créer un message nerveux qui va partir le long de la fibre. Ce message nerveux va être sous forme de potentiel d'action, comme on le reverra plus tard, et il va se diriger vers la moelle épinière, passer par le nerf rachidien et arriver dans la substance grise. Au niveau de la substance grise, vous avez une synapse, c'est-à-dire que le message ne peut plus être conduit électriquement, car il y a un espace vide entre ce neurone bleu, ici, neurone sensitif, et le mononeurone. Donc il y a une transformation du message temporaire. Le message électrique passe sous forme chimique au niveau de la synapse, qu'il faudra aussi connaître en détail dans les chapitres suivants. Si l'information est assez, bon, si le stimulus est assez important, le message va passer dans le motoneurone qui va rejoindre le même muscle, ce qui va entraîner une contraction du muscle. Cette contraction du muscle va provoquer, donc au niveau d'une synapse aussi, pardon, une synapse neuromusculaire pour le coup, donc entre un neurone et un muscle. Cette synapse va pouvoir créer donc la contraction du muscle qui va entraîner l'extension du pied. Voilà les bases absolument essentielles à connaître pour le réflexe. D'autres vidéos viendront. Bon courage! Donc ici, on va détailler un petit peu ce qui se passe au niveau du muscle opposé. Donc vous avez vu que votre neurone en T, représenté en bleu ici, avait une extension ici, un axone qui allait faire contact avec du vide, mais dans la réalité, c'est pas du vide, il y a un petit interneurone. Donc c'est un petit neurone qui va modifier un petit peu le sens du message. Donc c'est un interneurone qui va être relié au motoneurone en vert ici du muscle opposé. Et donc quand il va y avoir une stimulation au niveau du tendon, il va y avoir une réaction au niveau du fuseau, un message nerveux qui va circuler dans le neurone bleu en T et qui va arriver sur le motoneurone rouge, et en même temps il va arriver sur le motoneurone violet. Donc les deux neurones vont s'activer. Le motoneurone rouge donc, va envoyer un message pour que le muscle se contracte. En revanche, l'interneurone violet, lui, va envoyer un petit message qui va empêcher l'action du motoneurone vert. Donc il va, on appelle inhiber, donc c'est représenté par le petit signe moins, il va inhiber le motoneurone vert, qui ne va donc pas envoyer de message électrique vers le muscle opposé, qui va se relâcher. Donc voilà, comme ça c'est un peu plus complet pour comprendre un peu mieux le mouvement du pied. Alors là, on va aller dans la dernière partie qui est la plus complexe, c'est la nature du message électrique. Et son, comment ça s'appelle, son codage, comment est codée la stimulation. Si je tape fort sur le tendon, bah, mon pied va réagir, l'extension va être plus importante que si je tape doucement. Et si je tape très doucement, même, il n'y aura pas de réflexe. Donc comment votre corps fait pour savoir l'intensité de la stimulation, l'intensité du coup. Ça c'est vrai pour ce type de réflexe, mais c'est aussi vrai dans la vie quotidienne, comment votre corps sait que vous
appuyez fort, que vous appuyez doucement, que c'est très chaud, que c'est un peu chaud. Donc c'est des mécanismes de codage qui permettent de savoir tout ça. Alors comment ça fonctionne? C'est bon, c'est un peu plus compliqué. Donc là vous êtes en A au niveau du fuseau. Qu'est-ce qui se passe au niveau du fuseau? Donc quand je stimule plus ou moins fort mon tendon, mon fuseau va s'étirer de manière plus ou moins importante, et le message électrique va devoir dépasser un seuil pour pouvoir se propager. Donc ici on voit pour les stimulations 1, 2, 3 qui sont faibles, il y a bien une petite création d'une dépolarisation temporaire, mais elle n'est pas suffisante pour créer ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc là, le message ici pour le cas 1, 2, 3 ne se propage pas, il n'y aura aucune réponse nulle part car il n'est jamais parti au niveau du fuseau neuromusculaire. En revanche, à partir du 4 et du 5 et du 6, la stimulation permet la création d'un message électrique qui va se propager le long de la fibre bleue. Alors, ça c'est pour la naissance du message. Donc la naissance du message, elle est codée suivant l'intensité de la stimulation, et c'est la loi du tout ou rien, soit j'ai un message, soit j'ai pas de message. Alors après, ça n'indique pas ici, entre 4, 5, 6, quelle est la stimulation la plus forte. Donc pour le savoir, ça, c'est ce qui va se passer, c'est qu'une fois le message créé, il va créer plus ou moins de potentiel d'action. Donc quand on a dépassé le seuil, ici par exemple le premier stimulus permet de dépasser le seuil, on a deux créations de potentiel d'action, ici les deux petits traits bleus. Si la stimulation est plus forte, et ben on en a 4, etc. etc. Jusqu'à une limite, c'est-à-dire que si la stimulation, là, si on faisait une stimulation 6 plus forte, on obtiendrait autant de PA dans un temps donné parce que on a atteint le maximum de création de potentiel électrique et donc on n'aura pas plus de réaction à partir d'une certaine seuil de stimulation. Donc on dit que le message ici il est codé en fréquence de potentiel d'action. Donc c'est le nombre de potentiels d'action en un temps donné qui détermine l'intensité de la stimulation. Plus il y a de potentiel d'action dans un temps donné, plus la stimulation doit être forte au départ et la réponse sera probablement plus forte également. Alors tout ceci va arriver au niveau de la synapse, alors déjà dans le nerf, pardon. Donc dans le nerf, c'est un peu plus complexe, donc là il faut faire attention aux documents si on vous parle d'une fibre ou d'un nerf, parce que dans le nerf, on l'a vu tout à l'heure, il y a de nombreuses fibres. Donc quand on enregistre le signal électrique d'un nerf, on enregistre le signal de plein de fibres, on n'enregistre pas celui d'une fibre. Donc ici en haut, c'est pas en très bonne qualité, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Vous avez le signal au niveau d'un neurone, donc on vient de voir, mais au niveau du nerf, en dessous, si vous avez une stimulation moyenne, et ben, votre nerf va se dépolariser de manière moyenne, jusqu'à environ 15 millivolts. Si la stimulation est plus forte, il va se dépolariser de manière plus importante, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, si la stimulation est plus forte, il y a de nombreuses fibres qui vont envoyer des potentiels d'action, et quand on enregistre tout ça au niveau du nerf, on enregistre le potentiel total de tous ces potentiels d'action. Donc ici, dans un nerf, l'intensité de la stimulation est codée pour le coup en amplitude de réponse et pas en fréquence de potentiel. D'accord? Donc c'est un peu plus compliqué. Ça va encore se compliquer au niveau de la synapse. Donc au niveau de la synapse, si j'enregistre ce qui se passe, c'est assez compliqué parce que la synapse, elle est reliée à le neurone, motoneurone ici, il est relié à d'autres, on l'a vu tout à l'heure, il peut être relié à d'autres neurones. Et donc, en étant relié à d'autres neurones, il va recevoir des informations parfois contradictoires. S'il était relié à un interneurone qui s'active, il va avoir une information qui lui dit « Ok, vas-y, active-toi » et une autre qui lui dit « Bah non, t'active pas ». Donc lui, ce neurone, il doit faire l'addition des messages qu'il reçoit. Alors il fait deux types d'addition, il est balèze. Il fait une addition temporelle, donc il regarde dans le temps donné, en une minute, combien il a reçu de potentiel d'action. S'il en a reçu assez, ben, il envoie un message. Et il fait une addition spatiale. Si 10 neurones lui envoient en même temps le même message, eh ben, il va créer des potentiels d'action. Mais si, dernier cas, voilà, une addition temporelle, un neurone excitateur lui envoie 10 potentiels d'action en une minute, ça l'active. Mais si dans le même temps, il y a un interneurone inhibiteur qui lui envoie 5 messages, 5 potentiels d'action en une minute, lui il fait la somme, 10 moins 5, ça fait 5, ça suffit pas, j'envoie pas de message. Donc voilà, il y a une addition, il y a une sommation, ce qu'on appelle temporelle, et une sommation spatiale qui se passe au niveau des synapses des neurones. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair pour vous. On se retrouvera, vous pouvez faire des questions, poser des questions. Donc là, dans la fin de la vidéo, on va revenir sur les organes et les différentes cellules qui interviennent. Donc vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez continuer donc pour découvrir les différents organes. Donc le système nerveux,
Il est masqué par votre peau et l'ensemble de vos muscles, hein. Là, on le voit vraiment pas beaucoup, donc il faut retirer tout ça, et on trouve là, ici, le système nerveux. Donc j'ai laissé les yeux pour avoir une idée d'où on est dans le personnage, mais c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie de ce qu'on appelle le système nerveux. Donc le système nerveux, il y a deux parties, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est l'encéphale et la moelle épinière. Et donc le système nerveux périphérique, ce sont les nerfs qui sont représentés ici en jaune, et l'ensemble des fibres nerveuses qui ne sont pas représentées parce qu'elles prendraient toute la surface. Donc nous, on va détailler ici les différentes structures, les nerfs, la moelle épinière, les fibres nerveuses et les différents récepteurs nerveux. C'est parti. On va commencer par... Donc on se repositionne dans un organisme. Nous, on travaille sur le réflexe achilléen, donc on va s'intéresser aux tendons d'Achille, aux muscles avec leur fuseau neuromusculaire, aux nerfs qui remontent vers la moelle épinière et à la moelle épinière. Donc la moelle épinière, elle est contenue dans vos vertèbres, qui sont des os, elle est protégée à l'intérieur, et elle a différentes formes en coupe suivant qu'on est dans le haut du corps ou dans le bas de la colonne vertébrale. Donc là, vous avez les schémas de la moelle épinière que vous pouvez retrouver aux différentes vertèbres. Et donc cette moelle épinière, c'est elle qui va faire l'intégration du message. Alors, la cellule de base de tout ce système nerveux, c'est le neurone. Donc ici, vous avez représenté un réseau de neurones. Donc chaque petit neurone est composé d'un corps cellulaire et de prolongements. Donc il y a deux types de prolongements. Il y a les prolongements qui vont amener le message vers le corps cellulaire qu'on appelle les dendrites. Et vous avez un prolongement général qui va amener le message du corps cellulaire vers un autre endroit, vers une autre cellule, qui s'appelle l'axone. Cet axone, il peut être aussi, vous le verrez, parfois entouré d'autres cellules qui forment des gaines de myéline qui permettent d'accélérer le message. Et l'axone se termine donc par des synapses, une ou plusieurs synapses, en contact, donc soit avec un autre neurone, donc on appellera ça dans ces cas-là des synapses neuroneuroniques, ou avec par exemple une fibre musculaire, et on appellera ça une synapse neuromusculaire. Alors au niveau du muscle, on trouve les fuseaux neuromusculaires, là vous l'avez en image microscopique, le fuseau neuromusculaire. Il est composé de deux parties principales, il est contenu dans une capsule, donc vous avez une fibre musculaire, musculaire modifiée, pardon, et vous avez une fibre nerveuse qui entoure cette fibre musculaire modifiée, et donc l'ensemble des deux forme ce qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. C'est le récepteur à la stimulation de l'étirement dans les muscles. Donc c'est cette petite structure qui va répondre à un étirement du muscle. En haut, vous voyez que vous avez la plaque motrice, donc les synapses du motoneurone, qu'on verra un peu plus tard. Le nerf maintenant. Donc le nerf, ce sont les structures, une sorte de gros câbles. Ici, vous avez des nerfs de grenouille, des gros câbles qui sont composés de centaines de fibres nerveuses, donc des axones ou des dendrites, des neurones. Donc ici, vous l'avez au microscope. Ici, vous avez le nerf en coupe. Et donc ça nous donne ça en schéma, donc un nerf, c'est plein de fibres, ça peut être des dendrites ou des axones, et donc ça change un petit peu, comme on l'a vu dans les schémas précédents, l'enregistrement électrique des messages. Il y a bien sûr des vaisseaux sanguins pour alimenter en oxygène et en glucose l'ensemble des cellules présentes. Je reviens sur la moelle épinière, donc la moelle épinière, ici vous avez la vertèbre, vous avez la moelle épinière qui est au centre, elle se prolonge par le nerf rachidien et les ganglions rachidiens. Vous avez aussi la possibilité de voir ici le disque qu'on appelle les disques intervertébraux qui permettent d'amortir les chocs entre les vertèbres. Alors on zoome sur une image que vous devez connaître de la moelle épinière. Donc vous avez une substance à l'intérieur qui est plus sombre, une substance vers l'extérieur qui est plus claire. Donc si on zoome encore sur cette partie-là, on obtient la substance sombre, ce qu'on appelle la substance grise, contient les corps cellulaires, vous voyez là, vous voyez les noyaux. Et dans la substance blanche, par contre, il n'y a pas de corps cellulaire, il n'y a que des fibres. Vous voyez ici, c'est des petits ronds blancs. Donc c'est les fibres qui sont soit des dendrites, soit des axones, des différents neurones qui traversent la moelle épinière. Donc un schéma voilà, très complet de la moelle épinière. On les a déjà vus, donc je ne vais pas vous redétailler ça. Simplement, je vous ai mis celui-là parce qu'il y avait les méninges. Donc des fois on parle d'une maladie dans les médias qu'on appelle la méningite. Donc c'est une maladie qui touche les méninges. Les méninges, c'est un ensemble de tissus, là il y en a trois, la durmère, l'arachnoïde et la pimère, qui entourent tout votre système nerveux central. Donc elle entoure aussi votre cerveau et votre moelle épinière.
Et donc si elle est attaquée, forcément c'est un petit peu embêtant parce que c'est des zones qui sont relativement importantes pour le maintien de votre santé. La plaque motrice, donc tout à l'heure, là ici encore des images, la plaque motrice c'est la jonction du motoneurone avec le muscle, et c'est au niveau de ces synapses que vous allez avoir la possibilité de créer un mouvement de votre muscle ou pas, suivant les potentiels d'action. Voilà. C'est fini pour ce coup-ci, donc révisez bien le schéma, ayez une idée des potentiels d'action, comment ça fonctionne, et bonne chance.